Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre 4e édition d'ETech Series, une session dédiée à notre communauté d'experts microstratégie. Je suis Ludivine Fèvre et je suis accompagnée de mon collègue Thierry Duval. Nous sommes tous les deux ingénieurs à vente chez MicroStratégie. Nous sommes aujourd'hui en mode webinaire, donc vos micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser l'option chat de Zoom si vous avez des commentaires ou des questions et nous ferons au mieux pour y répondre en direct sur le chat. Ces webinaires Tech Series ont été initiés à la fin de l'année dernière et notre objectif est d'en proposer tous les 2 mois environ. Les sujets sont définis en fonction de l'actualité de MicroStratégie et bien entendu des intérêts partagés par nos clients et par vous-même. Les replays sont disponibles sur notre site MicroStratégie. Vous pouvez les retrouver en faisant une recherche MicroStratégie Tech Series. Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de la version MicroStratégie 2021 Update 9. Je vais donc commencer par vous rappeler rapidement la logique des sorties de version. Donc, on a une version 2021 qui est sortie début 2021 et par la suite, à chaque trimestre, on a un nouvel update et le dernier est l'Update 9 qui est sorti fin mars 2023. Il n'y a plus, comme dans les années précédentes, de version majeure. On a eu 2019, 2020, 2021, donc on ne va pas avoir 2022, 2023, parce que toutes les innovations produits, les nouveautés, les correctifs sont inclus dans les updates. La principale différence entre une update et une version majeure, c'est que l'update ne va pas imposer de mise à jour du dictionnaire de métadonnées. Un update, c'est uniquement une modification de fichier. On n'a pas de changement structurel. Et donc, a priori, ce principe d'update devrait perdurer jusqu'à au moins fin 2024. À partir de l'update 4, les updates sont full platform, c'est-à-dire que la totalité du code est inclus dans l'update lui-même. Avant, il fallait d'abord installer la version de base, puis l'update par-dessus. Depuis l'update 4, cela se fait en une seule fois. Les updates sont trimestriels pour la partie serveur et on a également des updates mensuels pour les interfaces clientes. Donc ça va concerner par exemple Workstation, la nouvelle console d'administration dont Thierry va vous parler tout à l'heure, mais également les applications mobiles ou les extensions HyperIntelligence. On va inciter nos clients à être sur les dernières updates pour pouvoir bénéficier à la fois des derniers correctifs et des dernières innovations. On est conscient que ce n'est pas toujours possible pour nos clients de faire 4 upgrades par an, surtout si ça implique des tests de non-régression. Mais notre recommandation, c'est d'en faire au moins une fois par an, voire plus si possible, pour ne pas prendre de retard par rapport à l'évolution des stacks techniques MicroStratégie. Si vous souhaitez accéder aux nouveautés MicroStratégie, vous pouvez y accéder très facilement de différentes manières. En faisant une recherche MicroStratégie What's New, vous allez être dirigé vers une page qui va lister pour chaque update et pour les différentes briques de MicroStratégie comme MicroStratégie Workstation, les API, la librairie, la liste des nouvelles fonctionnalités sous forme de bullet points. Vous pouvez également faire une recherche MicroStratégie Blog pour arriver sur une page qui va présenter un contenu similaire, mais sous forme d'articles qui vont contenir souvent de courtes vidéos des nouvelles fonctionnalités. Une autre manière d'accéder à cette liste, alors là, sur ce tableau de bord, la liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez retrouver sur notre site demo.microstrategie.com/microstratégie librairie ce tableau de bord qui s'appelle Library of What's New, dans lequel vous allez avoir les principales nouveautés dans des onglets. Alors j'en profite pour vous remontrer ce site, comme on le fait souvent. Demo.microstrategie.com/microstratégie librairie. C'est un site auquel vous pouvez tous accéder, c'est un site public et dans lequel vous retrouvez une grande variété de tableaux de bord que vous pouvez consulter directement sur ce site et même si vous le souhaitez, vous pouvez les télécharger au point .mstr voilà, pour pouvoir les éditer avec Workstation en local ou même, pourquoi pas, les mettre sur votre plateforme. Et donc là, parmi ces tableaux de bord, vous retrouvez le Library of What's New qui va vous permettre de visualiser dans les différents onglets les nouveautés par update.
Mais encore une fois, ici, c'est beaucoup moins exhaustif que ce que vous allez pouvoir retrouver sur notre site ou sur le blog, mais ça permet d'y accéder, d'avoir, on va dire, un top 10 des fonctionnalités par update. Alors, voici l'agenda de ce jour. On va commencer par l'interface utilisateur librairie. Alors, on avait vu ensemble dans le Tech Series sur l'update 8 qu'un des mouvements majeurs aujourd'hui pour les utilisateurs est le passage de l'interface web historique pour nos clients qui l'utilisaient vers librairie. Donc on a passé pas mal de temps à décrire l'interface, les avantages de ce nouveau portail utilisateur qui évolue dans chaque update et donc pourquoi il est vraiment intéressant de faire cette transition de web à librairie. Donc je vous encourage pour ceux qui ne l'ont pas vu, à revoir le Tech Series sur l'update 8 pour la partie, pour la description un peu générale de la librairie. Donc aujourd'hui, on va voir les toutes dernières nouveautés, soit sur les portfolios, ou la librairie, en général. Donc ça concerne notamment la conservation des filtres locaux, donc des filtres de page quand on utilise des liens contextuels vers d'autres pages d'un portfolio ou un autre portfolio, donc à partir de grilles de texte ou d'images. Ensuite on va avoir une nouveauté en ce qui concerne les grilles transactionnelles qui est l'introduction d'un nouveau bouton de type basculement, on-off. Et ensuite, on va voir, encore de nouvelles possibilités en termes de personnalisation de la librairie via le concept d'application. Notamment, sur le look and feel, on va pouvoir, très facilement modifier le logo et le thème, donc les différentes couleurs, qui sont, dans la librairie à travers les applications. On va voir également qu'on va pouvoir définir un type d'authentification différent selon les applications et qu'on pourra également, depuis la librairie, accéder à plusieurs environnements. Donc par exemple, dev, recettes et prod depuis un URL unique. Et nous finirons cette première partie par, la nouveauté en ce qui concerne MicroStrategy Insights, qui est, une, fonctionnalité, qui est proposée à nos clients qui sont en cloud managé. Ensuite, Thierry prendra la main pour la partie, interface d'administration Workstation, avec notamment, un nouveau portfolio Platform Analytics, des, nouveautés sur, la gestion des sources de données, la conversion de sources DSN en DSNless et l'édition des packages de migration. Alors, nous allons donc commencer par la partie librairie et tout d'abord, une fonctionnalité nouvelle dans les portfolios. Donc, comme vous le voyez ici, on a un exemple de lien contextuel. Alors, ce lien a été défini ici sur une grille. On peut définir des liens contextuels également sur des images ou du texte. Et ce qui est intéressant quand on utilise ce type de lien, c'est bien sûr de pouvoir conserver le contexte d'analyse et notamment la sélection des filtres. Donc ici, comme on va le voir dans la démo, si je clique par exemple sur un site, sur un centre d'appel, je veux bien sûr arriver sur une page cible qui est filtrée sur ma sélection, mais je souhaite également conserver le filtre que j'ai sélectionné. Donc ici, par exemple, si j'ai sélectionné l'année 2017, je souhaite conserver cette sélection. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant disponible et qui peut être paramétré au niveau des liens contextuels. Alors, nous allons le voir tout de suite. Donc ici, je suis dans ma librairie et je vais lancer mon tableau de bord Call Center Insights. Comme vous l'avez vu précédemment, donc on a ici une grille au niveau duquel un lien contextuel a été défini au niveau et donc qui va s'appliquer au centre d'appel. Donc je vais sélectionner un centre d'appel et je vais arriver vers une autre page ou un autre portfolio filtré sur l'élément que j'ai sélectionné. Au-dessus de ma grille, j'ai un filtre, un sélecteur d'année et donc je vais également, souhaiter conserver la valeur qui a été sélectionnée dans ce sélecteur. Donc ici, par exemple, je suis sur 2018, je vais choisir le call center de la Nouvelle-Orléans et j'arrive sur ma page cible, mais ça pourrait être également un autre portfolio, où je retrouve, heu, mon centre d'appel, la Nouvelle-Orléans. Donc toutes les visualisations de cette page sont filtrées sur la Nouvelle-Orléans et j'ai également conservé mon critère
mon élément dans ma sélection, dans mon sélecteur d'année. Alors si je reviens en arrière, je je choisis par exemple ici 2017 et New York. Et donc là, je vais avoir une vision détaillée sur mon call center de New York et avec une sélection par défaut sur la même valeur, donc l'année 2017. Alors, si je reviens à ma page d'origine où j'ai paramétré cette fonctionnalité, donc je vais passer en mode édition. Et ici, au niveau de ma grille, je vais faire un clic droit et je vais choisir modifier le lien contextuel. Et donc ici, donc j'ai choisi là c'est le même portfolio, mais je peux bien sûr, sélectionner un autre portfolio si je le souhaite. Je sélectionne la page cible et ici c'est cette 2e option qui a été, ajoutée dans l'update 9. Donc j'avais déjà la possibilité de conserver les sélections au niveau du filtre de chapitre, du filtre global. J'ai à présent la possibilité de conserver également, les valeurs sélectionnées au niveau des filtres locaux. Et comme je l'ai dit, ça peut fonctionner pour des grilles, mais également si vous souhaitez avoir des liens sur des images ou des zones de texte. Quels sont les prérequis pour que ça fonctionne? Si vous êtes sur un jeu de données basé sur la couche sémantique, il faut juste que le sélecteur utilise le même attribut dans la page source et la page cible. Donc par exemple ici, l'attribut année. Si vous êtes en import de données, donc sans couche sémantique, il suffit que le sélecteur ait le même nom. Donc là, si je suis positionné sur mon sélecteur, je vois dans mon panneau de couches les différents éléments. Mon sélecteur s'appelle hier et si je vais dans ma page cible, je vais voir que, le sélecteur a le même nom, ce qui est nécessaire ici puisque je suis sur de l'import de données et non pas sur de la couche sémantique. Donc ici, j'ai bien le sélecteur qui a, le même nom. Donc voilà pour cette, 1re, fonctionnalité, donc qui va permettre de conserver les, sélections à travers quand on navigue à travers, plusieurs, pages ou plusieurs portfolios, on va pouvoir conserver le contexte. La deuxième nouveauté, qu'on va voir aujourd'hui concerne les grilles transactionnelles dans les portfolios. Donc les fonctionnalités transactionnelles qui existaient dans les documents sont maintenant disponibles dans les portfolios depuis l'update 8 sous forme de grilles, comme on le voit ici. Les fonctionnalités transactionnelles vont permettre aux utilisateurs de modifier, d'ajouter ou de supprimer des informations directement dans un tableau de bord pour, par exemple, ajouter des commentaires sur des indicateurs, ajouter des valeurs d'objectifs ou, on a encore pas mal d'autres cas d'usage. Et ici, la nouveauté, c'est que au delà des possibilités, qu'on avait précédemment qui étaient de pouvoir rentrer des zones de texte ou de choisir des valeurs dans des menus déroulants, on va maintenant avoir ce petit bouton, on/off. Si je retourne sur, le site de démonstration, le site de démo, vous avez un exemple de cette fonctionnalité, sous forme d'un portfolio qui s'appelle Travel Agency Transactions. Et donc ici, c'était, en update 8. Comme on le voit ici, on avait la possibilité de modifier, par exemple, heu, un élément via une zone de texte. Comme on le voit ici, je peux modifier, la valeur pour la date. La deuxième option était de pouvoir modifier une valeur en la choisissant dans un, menu déroulant. À présent, dans l'update 9, donc là je vais on a la possibilité de proposer une autre option pour les utilisateurs qui est, un bouton, on/off, on va dire, ce qui va, plutôt que de rentrer une valeur via une zone de texte, l'utilisateur a juste à cliquer sur un bouton. Donc là, je repars d'un autre exemple
où j'avais effectivement ici la possibilité de rentrer une zone de texte pour un événement. Imaginons qu'à la place de l'événement, je pose une question à l'utilisateur, par exemple, est-ce que la météo était favorable? Est-ce qu'il y a eu un incident? Et je veux juste qu'il ait à cliquer sur un bouton pour répondre oui ou non. Je vais pouvoir l'activer au niveau de ma grille. Donc je vais aller en mode édition et ici, au niveau de ma grille, je vais choisir modifier la transaction. Je retrouve les différents champs de ma table et également, les différents, attributs qui sont dans ma grille et qui, avec le la correspondance, et ensuite le type de contrôle va pouvoir être modifié au niveau de la configuration. Donc là, pour les différents champs de ma grille, je vais pouvoir, changer, déterminer le type de données et si ces champs sont modifiables ou non par les utilisateurs. Et ensuite, je vais pouvoir choisir le type de contrôle. Donc là, on avait précédemment zone de texte et liste déroulante. Et j'ai maintenant la possibilité de choisir basculement. Et ensuite, je vais pouvoir définir les 2 valeurs. Donc ça, c'est les valeurs qui vont être, entrées en base, donc par exemple 0 et 1. Et si je le souhaite, je peux aussi ajouter un descriptif, par exemple non pour 0 et oui pour 1. Donc une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais enregistrer mon portfolio et si je le relance, vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir, une zone de texte, j'ai ce petit switch et si je sélectionne, oui, par exemple, ça va me mettre la valeur oui. Donc ça permet de c'est une option supplémentaire pour les utilisateurs pour par exemple pouvoir répondre très rapidement, à une question. Donc voilà pour la deuxième nouveauté, que nous voyons aujourd'hui. Ensuite, on va parler de la personnalisation, de la librairie qui est possible à travers, le concept d'application. Donc la notion d'application, dont on avait, parlé précédemment pour ceux qui étaient, présents, au Tech Series numéro 2, cette notion d'application va permettre de personnaliser très facilement l'expérience utilisateur dans la librairie. Donc vous allez, par exemple, pouvoir, choisir la page d'accueil, le contenu, les fonctionnalités qui vont être activées ou désactivées et encore, comme on va le voir aujourd'hui, on va pouvoir définir, modifier l'apparence avec, la possibilité de modifier le logo et le thème de la librairie, soit pour une population donnée, soit pour tous les utilisateurs. Donc si je reviens à ma librairie, donc ici c'est la page par défaut qui va être vu par les utilisateurs. Ils vont bien sûr pouvoir, définir, personnaliser en choisissant leurs favoris et en créant par exemple leur propre groupe. Mais disons que c'est la page par défaut, c'est celle où on voit, les différentes vignettes, qui correspondent à des portfolios, des documents ou des rapports. J'ai la possibilité L'administrateur a la possibilité de créer des applications qu'on va pouvoir retrouver ici au niveau, du nom de l'utilisateur, ce qui s'appelle «Mes bibliothèques». Un utilisateur va pouvoir soit avoir accès à plusieurs applications, comme c'est le cas ici, soit à une seule application. S'il n'a accès qu'à une application, il va arriver directement sur l'application en question. Donc par exemple, la première ici, au niveau de cette application, j'ai défini un tableau de bord en tant que page d'accueil. Donc si un utilisateur n'a accès qu'à cette application, il va arriver directement sur le tableau de bord en question et il pourra naviguer en suivant les liens, mais il ne pourra pas forcément accéder, à d'autres tableaux de bord. Donc ça, c'est une des possibilités. Si je reviens, sur ma page précédente, une autre possibilité, pour les applications, c'est la possibilité donc de définir à la fois le contenu, puisqu'ici j'ai mes groupes par défaut qui ont été prédéterminés. Donc ça, c'est le contenu auquel l'utilisateur va pouvoir avoir accès. Et comme vous pouvez le voir ici, on a également personnalisé le logo, les couleurs de la barre supérieure, par exemple, du menu sur la droite, la couleur qui va s'activer, enfin, pour une sélection, et même ici la couleur des vignettes.
On a un degré assez important de customisation et ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir différents, types d'authentification en fonction des applications. Donc si je lance MicroStrategy Workstation pour vous montrer, à quoi ça ressemble, ici au niveau de mes applications, si j'édite par exemple cette application, je vais retrouver justement tout le paramétrage. Je vais pouvoir donc définir la page d'accueil, si je veux que la page d'accueil par défaut ou définir un, portfolio en tant que page d'accueil, les différentes, fonctionnalités que je vais activer ou désactiver et là, c'est au niveau des apparences de l'apparence où je vais pouvoir choisir le logo, mais également les différentes couleurs pour les différentes, parties à la fois de la librairie, comme on le voit ici. On va pouvoir aussi changer, la palette de couleurs du tableau de bord des dossiers. Donc ça peut être lié, également à l'application. On a maintenant également la possibilité d'avoir des modes d'authentification différents selon les applications. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une application, en SSO et une autre application en LDAP, ce qui va, permettre par exemple, d'avoir des usages internes et des usages externes avec différents types d'applications et tout cela, via le même, URL. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a la possibilité à présent de définir le mode d'authentification au niveau de l'application, ce qui va donner beaucoup de flexibilité et faciliter l'administration. Le dernier point concernant la librairie, alors ça c'est un élément qui est en preview, c'est-à-dire qu'il n'est pas activé par défaut. Mais qui va probablement l'être dans la prochaine update, c'est la possibilité d'accéder à plusieurs espaces de travail. Donc par exemple, depuis, votre URL librairie, vous aurez la possibilité de switcher entre l'environnement de développement, de recettes et de production. Vous n'aurez plus besoin, d'avoir, enregistré des URL différents. On aura la possibilité de passer d'un environnement à l'autre directement, depuis le menu, dans librairie. Le dernier, sujet de cette, 1 partie, c'est la mise à disposition de MicroStrategy Insight sur mobile et dans le client MicroStrategy Application. Alors, pour rappel, Insight, c'est une, des dernières nouveautés de librairie qui a été introduit dans l'update 8, qui est accessible sans licence additionnelle et qui est réservé, pour l'instant à nos clients qui sont en cloud managé MicroStrategy. Donc l'idée, d'Insights, c'est de plutôt que devoir aller chercher des indicateurs dans différents dashboards, c'est la possibilité pour un utilisateur d'aller sélectionner des KPI, dans différents dashboards. Ils vont être regroupés sous forme d'un cockpit qu'il va pouvoir retrouver, sur cette page, sur cette section qui s'appelle Insights et qui est, accessible dans la librairie. Donc je vous remontre rapidement, à quoi ça ressemble en web. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a sélectionné un indicateur dans un tableau de bord, d'avoir ce, cockpit qui est créé à la volée et qui va, pouvoir, dans lequel on va pouvoir visualiser les principaux indicateurs que l'on souhaite suivre. Pour chacun de ces indicateurs, on va pouvoir, visualiser les tendances sur plusieurs périodes de temps. Et également visualiser les insights qui sont générés automatiquement et envoyés sous forme d'alerte à l'utilisateur avec des descriptifs qui sont, générés via, Natural Language Generation et qui vont décrire des tendances ou encore, qui vont permettre d'identifier des valeurs aberrantes. Donc comme on le voit ici sur la droite, j'ai des insights qui ont été générés et pour lesquels je peux, activer des notifications par email en cas par exemple, de baisse ou de hausse particulière d'un indicateur ou si une valeur aberrante a été détectée, ce qui va me permettre, de suivre, très facilement, l'évolution de mes indicateurs,
et donc de proposer cette interface qui est personnalisée en fonction des utilisateurs. Et donc avec l'update, donc ça c'était proposé en update 8 et à présent en update 9, Insights est disponible sur mobile également. Donc, comme on le voit ici, on a la possibilité depuis mobile d'ajouter depuis un tableau de bord Insights à notre cockpit. Et ensuite, on va pouvoir accéder à la page d'Insights. On va retrouver nos différents indicateurs qu'on va pouvoir filtrer. Enfin, et ensuite, pour chacun des indicateurs, on va retrouver les mêmes informations que dans Librairie Web, c'est-à-dire les tendances et ainsi que les différents insights qui ont été générés. On voit ici qu'on peut également visualiser les données sous-jacentes à tous les graphiques de tendance. Merci pour votre attention. Donc voilà pour cette première partie et je vais à présent laisser la main à Thierry pour la partie administration avec Workstation. Oui, bonjour à tous. Thierry Duval. Donc, je prends la suite sur la partie Workstation et je vous propose de commencer par Platform Analytics et un nouveau dossier, un nouveau portfolio qui arrive donc dans le projet Platform Analytics et qui s'appelle Client Télémétrie. Et ce dossier va exploiter de nouvelles mesures de télémétrie qui sont fournies donc dans l'update 9 et qui apportent une granularité plus fine que précédemment. Ceci permettant notamment de suivre le temps de réponse côté client. Et ça, c'est en plus du temps de réponse côté serveur qu'il était possible de faire auparavant. Donc, on aura une vision complète du temps de réponse, vraiment depuis jusqu'à la restitution finale par l'utilisateur. Granularité plus fine aussi, qui va nous permettre d'avoir le temps de visualisation des pages, donc combien de temps un utilisateur passe sur une page avant de passer à autre chose. Et aussi une granularité qui va nous permettre d'avoir un suivi précis des actions des utilisateurs sur les dashboards, sur les portfolios, notamment passage d'une page à une autre, passage d'un panneau, enfin d'un panneau à un autre, utilisation d'un sélecteur avec choix de valeur. Donc, on va pouvoir avoir un meilleur suivi des usages et aussi un suivi beaucoup plus réaliste de la performance, puisqu'on inclut aussi la partie restitution côté client. Alors, pour vous donner une illustration de ce nouveau portfolio, on va directement aller dans Workstation. Donc là, je suis dans mon interface Workstation, je suis dans mon projet Platform Analytics, j'ouvre mon dossier Client Telemetry, que j'aurais pu d'ailleurs tout à fait ouvrir dans Librairie, le résultat aurait été bien sûr le même. Donc sur la première page, en haut, on a des indicateurs macro, par exemple le nombre moyen d'exécution par utilisateur, ou des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant, comme par exemple le temps moyen de visualisation par utilisateur sur la période de temps considérée. Là, pour l'exemple en question, on a 2 mois de données derrière. Donc, on a un temps moyen de 2 heures de visualisation par utilisateur ou de temps de visualisation par objet, qui est là de 0,3, donc d'environ 20 minutes par rapport qu'on a proposé aux utilisateurs. Et dans la partie basse, vous avez 2 indicateurs. L'indicateur en orange représente les actions, donc les ouvertures de rapports de dashboard, et l'indicateur en bleu représente le temps de visualisation. Donc, par exemple, le 13 avril, on a eu 19 ouvertures de rapports dashboard pour un temps de visualisation total qui est d'un petit peu moins de 2 heures. Et dans la partie basse, vous avez le top des rapports, des dashboards les plus consultés. Alors, sur un critère de nombre d'exécutions, donc on voit par exemple que sur les 2 mois de données, le tableau de bord national a été ouvert 103 fois, le tableau de bord Call Center Insights a été ouvert 48 fois. Donc, soit sur un critère de nombre d'exécutions, soit sur un critère, et c'est ce que vous avez en bas, sur le temps de visualisation. Donc, le tableau de bord national a été visualisé pour un temps cumulé de près de 3 heures. Le Call Center Insights a été visualisé pour un temps cumulé de un petit peu moins d'1 heure et demie. Donc, cette notion de temps de visualisation est une nouvelle métrique qui est remontée par l'outil de télémétrie. Et à droite, vous avez les utilisateurs les plus actifs,
Donc, on voit que Ludivine, par exemple, a été très active sur ces 2 derniers mois, puisqu'elle a elle a ouvert 221 rapports au dashboard pour un temps cumulé de près de 8 heures sur les 2 mois de données. Donc ça, c'est pour la première page de notre portfolio. Là, on a quelque chose de très macro, hein, qui englobe tous les utilisateurs de la plateforme. On pourrait bien entendu utiliser les filtres qui ont été prévus dans le dashboard pour, par exemple, se focaliser sur un utilisateur particulier. Je prends par exemple mon compte personnel. Et là, vous n'avez les données que d'un utilisateur spécifique. On va passer maintenant sur la deuxième page qui nous permet de rentrer un petit peu plus dans le détail dans les actions des utilisateurs. Ça aussi, c'est nouveau Update 9. Dans le graphique que vous avez ici, ce sont les pages les plus visualisées. Donc là, on descend l'analyse, on descend en termes de granularité, on descend au niveau de la page du portfolio. Donc la page synthèse a été vue 4 fois, la page 2021 New a été vue 6 fois. Et sur le graphique de droite, vous avez les actions des utilisateurs qui sont remontées. Donc, action d'exécution, hein, la première ouverture du dashboard, et aussi action de bascule d'une page sur une autre, action d'utiliser les sélecteurs, action sur utiliser les panneaux. Alors là, on a quelque chose à nouveau de très macro. Il est peut-être plus intéressant de choisir un rapport en particulier, un dashboard. Donc, on va par exemple prendre celui-ci. Donc, sur le dashboard en question, eh bien, on voit par exemple que ce sont la page d'accueil, la page de tendance, la page résultats par région qui sont les plus consultés. Puis ensuite viennent la page cartographie ou la page nombre de clients par région. Donc ça permet un contrôle beaucoup plus précis des pages qui sont réellement intéressantes, réellement visualisées par les utilisateurs. Et à droite, vous avez donc les actions sur le portfolio en question, nombre d'exécutions, nombre de bascules d'une page à une autre, nombre d'utilisation du sélecteur. Et si vous voulez avoir une vision extrêmement détaillée, eh bien vous avez en bas le log le plus fin, jour par jour. Donc on peut par exemple regarder le 6 avril, Thierry Duval, donc mon profil, via librairie, a ouvert le portfolio qui s'appelle dossier de pilotage des ventes, et vous avez chaque action qui est loguée. Donc la première exécution ici, où le cache de l'Intelligence Server a été sollicité, et vous avez 3 métriques qui remontent pour la première, le temps de réponse côté serveur, le receive time, hein, c'est-à-dire le temps que le client met à recevoir les données, donc c'est le temps serveur. La deuxième métrique, c'est le client render time, donc c'est-à-dire le temps de processing côté client. Donc là, on voit par exemple que le temps de restitution du serveur qui a été d'une demi-seconde est plus court que le temps de rendering sur l'interface cliente qui a été d'1,5 seconde, notamment parce qu'il y a une image qui est assez volumineuse et donc qui a pris un petit peu de temps. Et la troisième métrique, c'est le temps de visualisation sur cette page. Donc en l'occurrence, ici, 8900 millisecondes, c'est-à-dire presque 9 secondes de temps de visualisation. Si on descend un petit peu dans le log, on voit que depuis cette page d'accueil, eh bien, il y a différentes pages qui ont été ensuite sollicitées. La page nombre de clients par région, avec un temps de remontée serveur de 577 millisecondes, non, pardon, un temps de remontée serveur de 233 millisecondes, un temps de processing sur le client de 777 millisecondes et un temps de visualisation de 7 secondes 4. Donc vous voyez qu'on a un contrôle très fin des actions. Donc on pourrait même voir par exemple ici le sélecteur. Là sur ce dashboard, on a un sélecteur de catégories qui a été utilisé. Ce sont les catégories B, C et D qui ont été choisies. Et vous avez à chaque fois le temps de réponse côté serveur et côté client. Donc ça permet un suivi beaucoup plus précis, non seulement de la performance, mais aussi de l'utilisation réelle que font les utilisateurs du contenu qu'on leur met à leur disposition. La troisième page, elle se consacre aux devices, aux interfaces. Donc on voit par exemple que l'essentiel de l'activité est faite à partir du navigateur web. On a aussi quelques accès à partir d'un iPhone et quelques accès à partir d'un iPad. Donc vous avez le top des exécutions par type d'interface et par temps de visualisation. On voit qu'on a un temps cumulé de 10 heures, 10 heures et demie sur le navigateur web et un temps cumulé de seulement, on va dire, quelques minutes sur l'iPhone et sur l'iPad. En cliquant sur une interface, par exemple en cliquant sur iPhone, vous avez dans la partie basse tous les rapports dashboard qui ont été ouverts. Donc là, en l'occurrence, il y a 5 dashboards qui ont été ouverts sur l'iPhone. Vous avez le type d'iPhone, iPhone 11, iPhone 7, un vieil iPhone SE 2G.
Et pour chaque type de dashboard, vous récupérez le temps de processing côté client. Donc là, on est sur quelque chose de très rapide parce qu'on utilise le cache de l'iPhone. La deuxième métrique, c'est le temps de réception, donc le temps côté serveur, et le temps total, c'est la somme des deux. Et le graphique du haut vous montre l'utilisation du cache. On voit par exemple que lorsqu'on était sur l'iPad, tout est en gris, donc aucun accès cache, c'est que de l'accès direct à la source. Lorsqu'on est sur iPhone, vous voyez qu'on est à peu près à 50-50 entre le gris et le bleu, 50% donc accès direct à la source, 50% accès au cache de l'iPhone, accès au cache du device. Et enfin, pour tout ce qui est navigateur web, on voit qu'on a essentiellement du jaune, c'est-à-dire qu'on a essentiellement utilisé les cubes ou les caches qui sont sur l'Intelligence Server. Donc là encore, ça permet un suivi plus précis de l'utilisation des systèmes de cache par toutes les interfaces et un suivi beaucoup plus précis des temps de réponse que ce qu'on pouvait faire par le passé. Et enfin, la dernière page de ce nouveau portfolio vise essentiellement à montrer la liste des versions d'iPhone, d'iPad, de browser qui sont utilisées. Donc là, on a toutes les versions de Chrome. Il y a un petit peu de Edge aussi ici, un peu de Safari aussi. Donc, on a toutes les versions des navigateurs qui sont utilisés. Idem pour les devices mobiles, iPhone, iPad, téléphone Android et autres. Donc voilà, ça, c'est un nouveau portfolio qui est donc, lorsque vous passez en update 9, le projet plateforme analytique est aussi mis à jour et donc vous bénéficiez de ce nouveau dossier. Autre sujet d'intérêt en update 9, la partie gestion des sources de données. Alors, vous le savez sans doute, on n'est pas obligé d'utiliser développeurs pour créer des sources de données. On peut créer des sources de données en interface web ou éventuellement en interface librairie. Vous accédez aux différentes possibilités de choix de sources. Vous choisissez par exemple le type base de données, vous cliquez ensuite sur le petit bouton plus et vous pouvez créer une source de données, une connexion, pardon. Donc là, en l'occurrence, je crée une connexion à une base Postgre, je mets l'adresse IP du serveur, je mets le numéro du port, etc. Donc, je crée ma connexion depuis mon interface cliente. Vous pouvez aussi le faire depuis Workstation. Dans Workstation, vous avez un menu Data Source dans la partie administration. Vous cliquez sur le bouton plus et vous vous retrouvez avec la même chose que dans Web, c'est-à-dire la liste des types de sources de données, Snowflake, Postgre, BigQuery, etc. Et dans Workstation, vous pouvez créer votre connexion. Une fois que ces connexions sont créées, vous retrouvez la totalité de toutes les connexions dans l'onglet Data Source. Donc là, peu importe d'où la source a été créée, peu importe qui l'a créée, vous avez ici l'exhaustivité. Donc l'administrateur peut piloter toutes les sources qui ont été créées, soit par les utilisateurs, soit par l'administrateur lui-même. Et vous avez dans la colonne de droite le type de base. Donc là, j'ai 2 connexions vers MySQL et le reste, c'est une base Postgre. L'intérêt de cette interface, c'est que chaque connexion est considérée comme un objet. Et donc, vous avez accès aux propriétés, comme pour n'importe quel objet MicroStrategy, et donc vous avez accès aux ACL. Donc, l'administrateur peut tout à fait définir quels utilisateurs ont droit d'utiliser quelle connexion. De sorte que lorsqu'un utilisateur qui est plutôt en mode data viz, plutôt en mode self-service, accède ensuite à l'interface de connexion, par exemple, il veut se connecter à une base Postgre, il ne verra que les connexions que l'administrateur lui a autorisé de voir, et pas les autres. Alors, au passage, puisqu'on parle des connexions, j'en profite pour signaler quelque chose qui n'est peut-être pas souvent connu. Lorsque on accède aux différentes sources de données depuis l'interface web ou depuis l'interface librairie, lorsque vous utilisez la roue crantée, vous pouvez laisser chaque utilisateur personnaliser sa page. Si par exemple, on n'accède jamais à un Dropbox, si par exemple, on n'accède jamais à SAP BW, ce n'est peut-être pas utile de représenter ces sources de données sur l'interface. Et donc, chaque utilisateur peut personnaliser, c'est-à-dire en fait supprimer les sources qui ne sont pas intéressantes sur la page, de façon à l'épurer et la rendre un petit peu plus légère. Donc ça, c'est un paramètre qui est au niveau de l'utilisateur. Mais maintenant, une question se pose. Imaginons qu'un utilisateur ait des droits élevés, notamment des droits de créer des connexions vers des sources de données. Comment faire pour interdire tout simplement une source? C'est-à-dire interdire le pilote, interdire le driver. Ben ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à l'update 8. L'update 9 ajoute maintenant
On est toujours dans Workstation, on ajoute un nouvel onglet qui s'appelle Gateway, qui est toujours dans le menu Data Source, où là, un administrateur peut non pas interdire une connexion, mais interdire tout simplement une source, pour des raisons de politique de sécurité IT, par exemple. Et donc, vous allez avoir toutes les sources de données qui vont apparaître ici, et l'administrateur pourra choisir de les activer ou de les désactiver. Et ceci est possible aussi au niveau du driver. On va pouvoir, par exemple, ici, je suis sur une base Azure SQL, activer ou désactiver certains pilotes pour se connecter à cette source de données-là. Même si les pilotes sont fournis par MicroStrategy, hein, ça fonctionne de la même façon. Donc là, vous avez dans la colonne à l'extrême droite, pour chaque source, est-ce que tous les drivers sont activés ou est-ce qu'ils ont été désactivés ou est-ce qu'ils sont seulement partiellement désactivés? Donc pour faire court, cette nouvelle fonctionnalité dans Workstation permet d'avoir un contrôle plus étendu des administrateurs sur la capacité ou non à se connecter à certaines sources. Pour finir sur le sujet des sources, dans MicroStrategy, vous le savez sans doute, on a deux types de nature de connexion aux sources de données. On a des sources de données DSN et des sources qu'on peut appeler DSN-less. Une source de données DSN, ça signifie qu'on a modifié des fichiers au niveau de l'OS, au niveau du serveur. Lorsqu'on est sur des OS Linux, on a un fichier odbc.ini qui contient tous les paramètres de connexion aux sources. Lorsqu'on est sur un OS Windows, on a pour cela un gestionnaire des sources de données odbc. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans MicroStrategy depuis des années. La tendance, c'est plutôt de passer aux connexions DSN-less. Les connexions DSN-less, elles n'imposent pas de modifier des fichiers sur le serveur ou d'utiliser le gestionnaire ODBC. Elles se définissent comme des chaînes de connexion depuis les interfaces MicroStrategy. Et ces connexions, elles sont enregistrées comme des objets dans le dictionnaire de métadonnées. Donc l'avantage des connexions DSN-less par rapport aux connexions DSN, c'est essentiellement ce qu'elles ne nécessitent pas d'intervenir sur le serveur lui-même, sur le file system. L'administration des connexions, c'est-à-dire leur modification, leur création, leur suppression, tout ça se fait directement depuis les interfaces MicroStrategy, que ce soit depuis Workstation ou depuis le web. La petite nouveauté de l'update 9 à ce sujet, c'est qu'il est maintenant possible de convertir les sources de données DSN en sources de données DSN-less. Et ça se fait tout simplement comme ça. Là, on est toujours dans la partie data source de Workstation et l'administrateur va pouvoir sélectionner une connexion, pardon. Donc ça, c'est une connexion de type DSN. On voit d'ailleurs le DSN, on voit le nom qui est ici. Et vous avez en bas à droite un bouton « Convertir en DSN-less ». Vous lancez l'opération. Tous les paramètres qui sont soit stockés dans l'odbc.ini si on est sous Linux, soit qui sont stockés dans le gestionnaire ODBC si on est sous Windows, tous ces paramètres sont en fait convertis en une chaîne de connexion. Et là, vous avez désormais une source de données DSN-less. L'objectif étant, in fine, de n'avoir que des sources DSN-less dans MicroStrategy pour ne plus avoir à manipuler des fichiers sur le serveur. Autre sujet Workstation, alors on en avait parlé lorsqu'on avait fait le Tech Series sur l'update 7, donc je crois que c'était dans la première itération. Il est maintenant possible, dans Workstation, de gérer les packages. Object Manager existe toujours, et Object Manager va encore exister pendant un certain nombre de trimestres, il n'y a pas de problème avec ça. Mais progressivement, Workstation s'enrichit de nouvelles fonctionnalités à ce sujet. Et on avait notamment souligné le fait qu'il existait dans Workstation maintenant non seulement la capacité de créer des packages, d'appliquer des packages, mais aussi d'avoir une console de gestion de ces packages. Quand je vais ici dans la partie migration, je vois que j'ai 4 packages qui ont été créés et qui sont prêts à être appliqués sur un projet. La petite nouveauté de l'update 9, et c'était un petit peu un élément manquant dans les updates 7 et 8, c'est qu'il est maintenant possible d'éditer un package directement depuis Workstation. Donc là, j'ai par exemple un package livraison prod mai 2023. Je peux maintenant, donc, dans mon interface Workstation, sélectionner ce package, clic droit, éditer. Je visualise son contenu. Donc là, en l'occurrence, dans ce package, j'avais 2 documents, plus toutes les dépendances. Et je vais pouvoir supprimer un objet ou bien en rajouter un. Donc là, je vais rajouter par exemple un dossier, mon dossier fournisseur. Je le rajoute à mon package. Je rajoute aussi ses dépendances. Et j'enregistre
mon package. Donc, vous voyez en haut à droite l'opération de création de package qui est en train de se faire. Ça ne va pas être très long parce que je n'ai que 3 objets. Voilà, c'est terminé. Mon package est créé. Donc, nouveauté de l'update 9, on peut créer des packages, on peut administrer des packages et on peut maintenant modifier des packages qui avaient été précédemment créés. C'était un petit manque des updates 7 et 8. Et puis pour terminer, 2 petites nouveautés qui apparaissent dans l'update 9 et qui quelque part finalisent la transition qui a été mise en place dès les débuts de la version 2021, transition développeur vers Workstation. Il y avait 2 fonctionnalités qui manquaient encore, c'est les messages d'historique et les rapports datamart. Alors, les messages d'historique, vous le savez sans doute, hein, c'est cette capacité qu'ont les utilisateurs à s'abonner pour que leurs documents, pour que leur portfolio soit exécuté en tâche de fond et soit ensuite déposé sur le portail web. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Dans Développeur, on avait une console de gestion de tous les messages d'historique, mais ça n'existait pas encore dans Workstation. Donc ce manque a été comblé. En Update 9, vous avez maintenant, c'est la capture d'écran que vous avez à gauche, l'administrateur peut contrôler tous les messages d'historique de tous les utilisateurs. Donc ça reprend une fonctionnalité de développeur. Autre fonctionnalité qui n'était que dans Développeur jusqu'à présent, c'est les rapports datamart. Alors, les rapports datamart, pour ceux qui ne voient pas précisément à quoi ça correspond, c'est un rapport microstratégie au format grille dont la vocation est d'alimenter une table. Donc, quand on exécute un rapport datamart, on exécute le SQL et ensuite on va pousser le résultat vers une table, soit en mode annuler-remplace, on vide le contenu de la table et on remplace son contenu, soit en mode append, c'est-à-dire qu'on va ajouter de nouvelles lignes à une table déjà existante. Donc ça c'est le fonctionnement général des rapports datamart. Ça n'existait pas dans Workstation jusqu'à présent, c'est maintenant le cas avec l'Update 9. Donc la transition développeur vers Workstation est, on va dire, quasiment aboutie. Il ne reste vraiment plus grand-chose qui nécessite l'utilisation de l'interface développeur. Donc voilà pour ce petit tour des nouveautés de l'Update 9. Ce replay sera disponible comme les précédents sur notre site. Donc le plus simple, hein, pour y accéder, vous faites une recherche Google MicroStrategy Tech Series et vous tombez directement sur cette page-là. Sinon, vous avez le lien que j'ai positionné en tête de page. Donc il y a déjà 3 Tech Series qui sont disponibles. Vous retrouverez ce 4e dans quelques jours. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain Tech Series.